Comment tu vas? Eh ben super. Je me suis rendu compte en relisant un peu l'interview qu'on avait faite il y a quelques années que ça faisait 6 ans qu'on s'était pas parlé. Ouais, Et il s'est ça fait un passé, bail. bah ouais, il s'est C'est passé un passé beaucoup paquet de de trucs. choses. C'est ce que j'étais en train Ah, de me dire. Parce que on t'a eu sur le site, on t'a eu dans le MOOC. Enfin, on a parlé de toi et avec toi de basket. Mais nous, c'était 2018. On ne faisait pas encore de podcast. Toi, tu t'apprêtais, je crois, à rejoindre Limoges. waouh. Voilà, Ouais, complètement. Complètement, ouais. il C'est s'est ça en passé un plus. paquet de trucs, c'est assez fou. Donc ça fait plaisir de te revoir, surtout que là maintenant on a le podcast et qu'on se disait que c'était intéressant, même s'il y a des gens forcément qui nous suivent, qui ont lu les articles qu'on a fait avec toi ou les interviews qu'on a faites, c'est intéressant aussi de t'avoir sur ce format audio pour parler, et vidéo, hein, pour parler de toi, de ton métier, de ton actualité, tout ça, voilà. Donc ça fait super plaisir. Ouais, écoute, plaisir partagé, hein, parce que quand j'ai vu que c'était toi qui faisais l'interview, je me suis dit, waouh, Ouais, ouais, ça faisait une plombe. Ouais, de- donc, non, c'est cool. 2018, Franchement, c'est cool. Exact, c'est cool. Franchement, ouais, et puis depuis 2018, mon Dieu. c'est fou, hein. Et ouais, il t'est arrivé tellement de choses que, ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire, en effet, je te confirme. Bon, alors, et du coup, pour les gens qui te découvriraient avec ce format-là, parce que c'est pas toujours les mêmes gens qui lisent et qui écoutent ou regardent, si tu devais te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu te présenterais? Qui es-tu, Yacine Awadi? Comment je me présenterais? C'est une très bonne question. Je te dirais que je suis entraîneur de basketball, tout simplement. Je te dirais que ça fait 20 ans que je suis entraîneur et que ça fait 10 ans que je me suis spécialisé dans l'entraînement individuel. Voilà, si je devais parler aux auditeurs, des passionnés de basket, je leur dirais, voilà, c'est à peu près le résumé. Je vais bientôt avoir pipe année, tout simplement. Et que voilà, je suis un grand passionné. Je suis un grand passionné de basket, bien évidemment, et que voilà, et que ouais, j'ai eu pas mal d'expériences, pas mal d'expériences différentes qui m'ont amené aujourd'hui à voilà, faire pas mal de nouvelles choses. On va dire ça ces dernières années. Voilà, voilà. Parmi les nouvelles choses, là, si on parle d'actu récente, il y Ouais. avait la troisième édition du camp que tu as créé, du camp pour basketteurs professionnels, Epsilon. Alors, comment ça t'est venu l'idée de créer un camp parce que pareil, ça n'existait pas la dernière fois qu'on s'est parlé. C'était peut-être dans ta tête, c'était peut-être déjà en réflexion, j'imagine, Ouais, parce que c'est tu ta avais déjà réflexion. plein, voilà, t'avais déjà plein d'idées et tout ça Ouais. autour de ton métier. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de le faire et puis qu'est-ce que tu en retires après 3 éditions déjà? Bah écoute, ce qui a déclenché l'envie de le faire, c'était dans un premier temps, c'est quelque chose ça reste assez simple au départ, c'est le fait de pouvoir, comment je pourrais dire, comme je te disais, ce qui a provoqué ça au tout début, c'est que j'ai passé quand même pas mal d'été à bouger, Ouais. sans arrêt. J'ai rencontré énormément de gens, mais énormément, énormément de coachs, de joueurs, donc tu vois, tu imagines bien. Et puis d'ailleurs, d'autant plus depuis notre dernière interview, j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde. Et puis je me suis fait cette réflexion à un moment de me dire, putain, pourquoi on ferait pas ça? Pourquoi on n'arriverait pas? Pourquoi je vois en fait, ouais, on va dire ça plutôt comme ça. Pourquoi je vois des joueurs aller en Serbie, je vois des joueurs aller aux États-Unis, en Espagne. Je vois des joueurs français voyager de partout. Mais merde, quoi, il y en a aucun qui. Enfin, il y en a aucun, quand je te dis aucun, il y en a quelques-uns, bien évidemment, mais, euh, mais qui travailleraient en France, qui a une structure qui peut les accueillir, qui. Est-ce que ça existe? Est-ce que, à part d'avoir comment je pourrais dire, à part avoir des actions un peu isolées par certains coachs qui arrivent à réunir deux, trois, quatre joueurs de temps en temps, ou alors de l'entraînement qui peut avoir lieu autour de, comment je pourrais dire, autour d'événements, tu vois, Mhm. d'événements que pourraient organiser, tu vois, certaines marques. Finalement, il y avait rien qui existait en fait. Il y avait rien de, en tout cas de, comment je dis, hein, qu'on pourrait quelque chose de reconnu, identifié, on va dire ça Ouais. comme ça. Et il n'existait rien d'identifié en fait où bah ouais, il y a une structure qui accueille les joueurs chaque été. Ouais, alors là, par exemple, sous ce format-là, tu vois, sous le format d'un camp, qui est assez structuré, qui a des personnes qu'on connaît, des coachs qu'on connaît, des préparateurs physiques qu'on connaît. Enfin, tu vois, je me suis des gens compétents, bien évidemment, hein, Mhm. l'enjeu est toujours là. Mais en fait, finalement, il existait.
ce format-là n'existait pas vraiment. Et moi, je voyais énormément de joueurs me dire, non, moi, je vais partir aux US, je pars à LA, je vais bosser avec un tel, je pars par-ci, je vais bosser avec un tel. Et puis moi, je faisais partie aussi de ces gens-là parce qu'au final, moi, je voyageais pas mal aussi. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah, est-ce qu'on n'arriverait pas à réunir tout le monde au même endroit? Donc ça, c'était un peu, c'était mes premières réflexions. Puis, puis assez vite, on va dire ça comme ça, assez vite derrière, faut savoir que je suis devenu consultant pour la marque Puma. Ouais. Et puis forcément, quand tu travailles avec un équipementier, ça ouvre un peu le champ des enfin le champ des possibilités. Comment je dis, tu commences à avoir des perspectives, on va dire. Et des perspectives, alors ça veut pas forcément dire que tu vas les réaliser, mais en tout cas, ça a le mérite de te faire, ça a vraiment, réellement le mérite de te faire réfléchir. Et puis ouais, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être envisageable. Et puis je me suis toujours dit que ça devait passer par une infrastructure, parce que aujourd'hui, pour pouvoir accueillir un camp, il faut une infrastructure et une infrastructure de qualité. Tu vois, surtout si tu veux bosser avec des coachs, avec des joueurs pros, mais des coachs aussi pros. Enfin, tu vois, si tu veux amener vraiment de la qualité dans ton camp, c'est important. Et puis, voilà, et puis ça s'est fait. Puis finalement, ouais, ça s'est fait parce que, je sais pas, il y a un soir, je crois, on joue, un samedi, on joue à la SIG avec Limoges, on en prend une bonne. Je m'en souviens encore. On en prend une bonne, puis tu as, Nicolas Lang qui me parle du basket center. Et puis en fait, qui me dit qu'il est parrain, tu vois, qu'il est parrain, qu'il y a un truc qui se fait là-bas, que c'est vraiment quali. Et puis là, très vite, je me dis, OK, vas-y, je t'accompagne. Je pense que c'est un dimanche matin, hein. Vraiment, c'est un dimanche à 8h30, 9h, quoi. On va là-bas, et puis moi, quand je vois la salle, je me dis, attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce truc-là, il est fou. Parce que là, tu avais trois terrains aux normes, tu avais un restaurant, des salles de conf, des salles de réunion, je trouve que tu avais une salle de fitness qui était plutôt, tu vois, qui était plutôt plus que correcte, on va dire même plutôt bien. Je me dis que, ouah, je me dis, attends, il y a un truc là, il y a un truc à faire. Parce que finalement, ouais, qu'est-ce qui manque? Il manque l'hébergement. Puis tu prends quelques infos, tu découvres qu'il y a un hébergement qui est pas très loin, 10 minutes, t'as un superbe hôtel qui peut accueillir les mecs. Enfin, tu vois, je commence à réunir les pièces les unes après les autres et je commence à me dire, bah, en fait, c'est là-bas que je dois, si je devais faire un camp, c'est là-bas que je devais le faire. Après, j'en parle un petit peu, enfin, j'en parle un petit peu. Je vais voir mon collègue avec qui j'ai fondé le camp, s'appelle Michael Oriol, qui est notamment directeur au campus ISG Sport Business, tu vois, à qui je partage l'idée. Donc, il y avait déjà, il y a 20 ans de ça, alors il faut savoir qu'on s'était connus, parce que je suis quelqu'un, j'aime bien travailler avec les mêmes personnes, j'ai toujours eu un peu ce défaut-là aussi. Et, il y a 20 ans de ça, il travaillait à Las Vegas, il a notamment travaillé, je sais pas si tu te souviens, sur le match de Tony Parker, enfin, le match en tout cas des Spurs qui était venu Oui. avec Tony, notamment jouer contre Las Vegas, c'était un événement à l'époque. Ouais. Il avait beaucoup bossé, donc il a une expérience dans l'événementiel, donc on discute, on échange, puis très vite, lui, il me propose de confronter ça à des étudiants, tu vois, des classes qu'ils avaient. Je me suis dit, bon, bah, 25 cerveaux, ça vaut mieux que deux. Donc, voilà, c'est parti comme ça au départ. C'est parti comme ça, du brainstorming, comment, pourquoi. Et puis, vas-y, quoi. Je suis parti dans l'idée de créer ce camp en me disant que ça pouvait être une bonne idée, mais avec beaucoup d'interrogations au début. Puma m'a accompagné, mais bien évidemment aussi avec des interrogations, forcément, tu vois. C'était tellement nouveau. C'était tellement nouveau. Puis, Ah, c'est très différent ouais, de tout ce que tu avais fait avant, ça où tu étais quand même. Bah, tu passais beaucoup de temps avec des athlètes individuellement, tu bougeais, et tout ça. Là, c'était sur une structure fixe. Est-ce ouais, que en termes fixe. de travail, c'est peut-être différent aussi, c'est un autre cadre, contexte, tout ça? Bah, ça dépend. Après, faut toujours définir un petit peu à quoi sert un camp finalement, tu vois. C'est aussi important d'en être conscient. Finalement, un camp, quand tu fais un camp, en tout cas, quand tu travailles avec une personne, alors, on va dire ça plutôt comme ça. Quand tu travailles avec un coach sur une période limitée, faut être très conscient des choses. C'est que finalement, sur une durée limitée comme celle qu'on a aujourd'hui sur le camp, tu vas apporter des axes de progression aux joueurs. Mhm. Clairement, tu apportes des axes de progression. Maintenant, si tu veux, c'est important, des axes de progression, ça veut dire quelque part que tu recommandes, tu suggères.
Tu vois, et là, tu as des joueurs qui vont écouter, qui vont des fois vouloir aller plus loin, des fois qui vont te demander comment on peut continuer à travailler ensemble. Mhm. On a d'autres qui vont pas avoir cette démarche-là, mais parce ils ont très bien capté le message, tu vois, ils l'ont très bien capté. Et tu vois, pas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler avec toi par la suite, mais plutôt parce qu'à un moment donné, ils ont assez bien capté les choses pour, tu vois, se structurer, on va dire, et s'entourer par eux-mêmes, tu vois. Il y a aussi ça. Et donc, si tu veux, faut en être conscient. Sur cette période courte-là, tu vas bosser de cette façon-là, tu vas apporter des axes de Ouais, progression. Par contre, après, une progression, si on prend si on prend les mots dans le bon ordre, une progression, c'est quelque chose que tu vas devoir planifier. Et là, dans ce moment-là, une semaine, ça suffira pas. Et c'est pour ça que tu as des coachs très connus que toi et moi on connaît, des Drew Hanlen, et j'en ouais, passe, des Chris Brickley, qui vont à un moment donné, faut pas oublier, alors on voit le show, on voit tout le show sur Instagram, on voit tout ce qu'ils font, et on voit les ouais, capsules vidéo, mais la vérité, c'est que ces mecs-là vont suivre toute l'année, et également l'été, ces joueurs. Et donc là, ils planifient une progression. Tu vois, la notion de temps, elle est quand même assez importante. Quand tu viens ouais, sur un camp, c'est très différent. Tu amènes des axes de progression. Mais en même temps, ma démarche, elle était plutôt, d'une manière plus générale, c'était d'essayer de démocratiser mhm, le développement individuel. Et ouais, la volonté de démocratiser, tu vois, un métier, je vais dire au-delà de ça, il y a un métier, je dirais même l'accompagnement d'une manière générale des joueurs. Parce que je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez mhm, et qui est pourtant un sujet, tu vois, je peux te dire dans certaines carrières, tu vois, on va appeler ça un sujet un peu pivot, tu vois. C'est des choses qui peuvent basculer, qui peuvent pivoter dans le bon sens, tu vois. Donc, c'était plutôt dans cette, ouais, c'était plutôt dans cette démarche-là que j'ai aussi amorcé le camp, tu vois. ouais. Est-ce que je me souviens à l'époque, tu m'avais dit, je t'avais demandé est-ce que tu as une méthode et tout ça, et tu m'avais dit j'ai pas de méthode. En gros, je recherche une méthode qui est propre à chacun, à chaque joueur, à Ouais. laquelle du coup après il s'astreint, et après c'est à moi de trouver ce qui est idéal pour chacun. Est-ce que là du coup dans un cadre plus collectif, ou même pas, bah, dans le cadre d'un club, vu que t'étais dans un club, tu étais à Limoges après l'entretien qu'on avait eu, qu'est-ce qui diffère un peu là-dedans? Est-ce que là du coup tu es obligé de t'astreindre à une méthode ou est-ce que tu continues de faire vraiment individuellement? Non, je pense pas que, tu vois, je vais peut-être, alors c'est un peu la contradiction. Je dirais que dans le camp, tu trouves une méthode. Tu Mm. vois, tu trouves une méthode, c'est-à-dire la manière dont on va travailler avec les joueurs, tu vois, la manière dont on va travailler avec eux d'une manière, tu vois, la manière dont on va plutôt articuler les contenus. Je te dirais plutôt les choses de cette façon-là. Ouais, La manière dont on va articuler les contenus auprès du joueur, on peut appeler ça une méthode. Tu vois, et quand je te dis ça, c'est parce qu'on va essayer d'aller notamment sur les aspects techniques, mais on va l'amener aussi sur les aspects physiques en essayant. Alors, tu vois, je pense que tu as dû le comprendre, on est ultra staffé. ouais, On est ultra staffé. Donc, il y a quasiment toute la semaine, il y a 5 6 coachs. Donc, compte 15 joueurs, bah, ça fait très vite un coach pour 3 joueurs. mm, Prépa physique, on est staffé de la même façon. Il y a 5 6 préparateurs physiques qui ont tous une expérience en Betclic ou en Pro B, certains, tu vois. On va avoir également 2 physios, tu vois, donc on est hyper staffé, un chef cuistot, enfin, tu vois, et puis en plus, des fois, on amène des intervenants, des psychologues du sport également, enfin, tu vois, on fait quand même, on a vraiment essayé de staffer pour qu'à un moment donné, on puisse parler de méthode et de dire, bah, voilà comment ça va se passer. Notre camp aujourd'hui, c'est un petit peu, j'exagère un peu, mais dans les propos, mais c'est un peu comme un parcours Ikea, tu vois. C'est que tu vas rentrer, tu vas être accueilli par ton. Alors, tu vas arriver, tu vas prendre, par exemple, tu vas prendre ton breakfast que mm. le chef cuistot t'a fait. Voilà, on est toujours sur des choses très légères le matin. Donc, non, tu vas pas avoir un Turkish breakfast de bon matin, ça marche pas comme ça. Ouais, Quelque chose de très léger. Ensuite, tu es accueilli par ton préparateur physique. Hop, il t'accueille, il t'amène, tu fais ton check. Tu vas faire ton petit check-up et on appelait ça le wellness, le check-up and wellness, tu vois. Donc là, on va savoir si le mec a bien dormi. On va lui poser un certain nombre de questions. Est-ce que tu as bien dormi? Comment tu te sens aujourd'hui? Enfin, tu vois, questions qui peuvent être totalement subjectives, mais qu'on mm. fait par un petit questionnaire digital. Après, on va croiser ça avec un test, tu vois, un test qu'on va faire qui va nous permettre de prendre sa fréquence cardiaque. Enfin, tu vois, on va essayer vraiment de traquer le joueur sur son état de forme. Une fois qu'il a terminé ça, hop, pour faire un exemple très simple, il va travailler très probablement physiquement avec son coach, avec son préparateur physique.
Donc là, des sujets, des questionnements qu'on aura déjà gérés avant avec les joueurs, dans le sens où, bah, tu sais, nous, on a pris tout l'historique médical et tout Ouais, l'historique médical, blessure, on l'a fait. On connaît exactement dans quel état va arriver le joueur. Donc ça veut dire qu'on peut adapter le contenu. Une fois que le préparateur physique, hop, il a terminé sa séance, il va l'accompagner sur le terrain. Quand il l'accompagne sur le terrain, ben, évidemment, nous, alors, il faut savoir qu'un camp, ça vient auprès d'un, je dis ça, je te parle basket, mais c'est trois paliers, un camp. Le premier palier, c'est le basique, c'est-à-dire ce qu'on va t'enseigner, ce qu'on voit dans beaucoup de camps, notamment chez les jeunes, on va t'enseigner les fondamentaux, tu vois, tout simplement, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, sur le deuxième palier, on va aller sur le spécifique. Spécifique, ça veut dire qu'on va travailler par poste de jeu. Et ouais, puis ensuite, on va arriver sur l'individuel. Et quand on arrive sur l'individuel, c'est quelque chose qu'on va tenter de personnaliser. Là, tu vois, nous, on est sur les deux derniers paliers. Donc, une fois que le préparateur physique a amené son joueur sur le terrain, et ben là, on va parler de spécifique. Donc là, on a des joueurs, ouais, je sais pas, on a des joueurs, tu vois, du même poste de jeu qui vont travailler avec un coach. Des choses sur lesquelles on a déjà échangé. Il faut savoir que c'est le joueur qui décide finalement du contenu. C'est lui qui déciderait véritablement du contenu. Parce qu'on a déjà eu des échanges avec le joueur, on a longuement échangé avant pour certains. Et puis, une fois qu'il a terminé, ben, il faut savoir que le préparateur physique devient assistant. Donc, tu vois un peu le parcours, tu commences hum, un peu à avoir ouais, le parcours. Et puis, forcément, bah, derrière, il faut le sortir. Et quand on le sort de la séance, et ben là, il va passer au check médical, il va passer à la récup. Et là, c'est le préparateur physique qui va s'occuper de la récupération des joueurs. Et donc, tout au long du camp, les joueurs vont garder, tout au long du camp, les joueurs vont garder, comment je pourrais dire, le même préparateur physique, par ouais, exemple. Autant ils vont changer sur les coachs, parce que c'est quelque chose qui est toujours très apprécié par les joueurs, d'avoir de la nouveauté, d'avoir du changement. Autant sur le préparateur physique, quand il s'agit de leur physique, on a remarqué une chose, c'est que c'est très important il y ait une forme de suivi. Et même quand on a des échanges avec des agents et d'autres, tu vois, eux, très facilement, ils te disent qu'ils peuvent des fois avoir des difficultés, tu vois, à expliquer à leurs joueurs que, comment dire, que c'est important de travailler, certes, de travailler, mais n'essayez pas de travailler toujours avec 20 personnes différentes. hum, C'est des fois de cette façon-là qu'on peut avoir des blessures, parce on a un préparateur physique qui va te faire travailler de cette façon-là, parce qu'il pense que plutôt faible là, puis un autre qui va dire autre chose, puis d'autres qui n'ont pas les mêmes méthodes, qui vont pas diagnostiquer la même chose. Donc c'est très compliqué. ouais. Et Donc en voilà plus, il pourquoi y on a fait ça. différents, en plus, il y a différents. Là, je regardais un peu du coup le nom des joueurs et des joueuses qui étaient présentes. C'est différents. Il y a différents âges, Profil, différents profils de jeu. Enfin, j'imagine, c'est c'est volontaire. voilà, c'est volontaire, ouais, c'est ça. Ouais, c'est complètement volontaire. Quand tu t'appelles Ilias Kamardine et que tu fais une séance avec Léo Westerman, Hum, alors on a beau, tu vois, ok, Léo Westerman, c'est des joueurs qu'on peut considérer comme vétérans. Sauf que quand on met Léo sur la même séance, Ilias, il est totalement attentif à la manière dont va travailler Léo. hum, Il va regarder les détails, il va poser des questions. C'est comme si tu avais finalement ces vétérans qui sont là pour finalement s'entretenir. Attention, quand je dis s'entretenir, travailler, tu vois, parce qu'ils travaillent des fois plus que les autres. hum, Et ben, c'est comme si tu avais finalement des assistants coach hum. présents sur le terrain. Et ça, j'ai fait des séances l'année dernière, la deuxième édition, on avait quand même sur la même séance Nadjirifi, Holston et Nilikina, tu vois. Ouais, Quand t'as trois profils complètement différents, complètement différents. T'as un joueur un peu un micro-joueur que t'arrives pas à choper dans les écrans, qui va vite, comment dire ça, qui a ce sens du timing, qui a ce sens, voilà, tu vois, qui est rapide, mais au sol, parce que David, c'est quelque chose aussi dans l'entraînement, ce qui se donne à 200%, mais quand tu regardes Nadir, Nadir, c'est, sur les changements de rythme, c'est très énervé, hein, c'est très brusque, mais c'est hyper intéressant ensuite de voir un joueur un peu un joueur comme Franck ouais, qui est long déjà. On se rend pas à quel ouais, point, enfin, on se rend pas compte à quel point il est long. Il a des longs segments, donc tu vois, il a beaucoup d'amplitude dans tout ce qu'il va réaliser. C'est impressionnant, tu vois. Mais ce mix-là, tu as des joueurs qui se regardent, tu as des joueurs qui se regardent, tu as des joueurs qui se contemplent, tu as des joueurs qui se posent des questions, tu as des joueurs qui se challengent. Et ça, ça, et ça,
c'est fort, hein, enfin, pour moi, c'est là la plus-value, tu vois, la valeur ajoutée du camp, elle est aussi là. Elle est aussi là. Après, comme je te disais, alors je te donne un parcours Ikea le matin, mais l'après-midi, l'après-midi, encore une fois de plus, on vient vers eux pour savoir à quel moment ils souhaitent travailler, de quelle façon, quels sont les contenus. On leur demande des fois, même si on traque leur état de forme et qu'on est au courant s'ils sont dans le rouge ou pas, et ben on leur demande quand même malgré tout est-ce qu'on va y aller lourd ou pas sur la charge. Enfin, tu vois, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai essayé de dédier un camp aux joueurs en fait. Finalement, tu vois, c'est les joueurs qui décident de comment on travaille et je voulais pas faire un camp où enfin, c'est un peu mon métier aussi, tu vois. Moi, on me demande de venir et on me donne un sujet et je dois travailler avec le joueur dessus. C'est un peu la même façon, c'est cette façon-là que j'ai abordé en fait le camp. Et aujourd'hui, le camp, il est très, voilà, il est à l'écoute des joueurs, il est pour les joueurs, tu vois. Ah bah, C'est un peu comme un de joueur disait, c'est un peu comme PlayStation, quoi. C'est for the players, quoi. Tu vois, donc ouais. c'est un peu l'idée, tu vois. Donc, je dis ça, et on avait fait ça comme remarque, mais je trouvais ça finalement, ouais, c'est plutôt assez juste pour les joueurs. Ouais, non, bah, enfin, le retour que moi j'en ai eu, j'imagine que aussi le retour que les joueurs t'en font, les joueurs et les joueuses t'en font, c'est que c'est quand même positif et ça a aussi vocation à devenir un peu référence. Parce que du coup, je me rends pas compte, mais tu disais que c'est quelque chose qui n'existait pas, donc c'est pas encore, Non, mais c'est quasiment c'est le début. inconsciemment, tu vois, quand on discute comme ça inconsciemment, il n'y a aucune structure que tu connais aujourd'hui Non. qui avant faisait ça. Aucune, parce que moi, je me suis posé la question. Mm. Je connais des coachs individuels, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de stress avec ça. Ok, et tout le monde fait un petit peu finalement son business, parce que ça reste de base, ne Oui. jamais oublier que ça reste un business, tu vois. Parce qu'il ne faut pas non plus. Enfin, il y a des sujets qu'il ne faut pas éviter, mais c'est une réalité. Mais aujourd'hui, regrouper des joueurs, alors regrouper les joueurs au même endroit, leur amener un fonctionnement, tu vois, parce que c'est de ça dont on parle, un fonctionnement, une méthode, amener des coachs, parce que les coachs que j'amène, c'est que des coachs. Alors, ne pas croire que c'est mon réseau personnel, pas du tout. C'est des fois des coachs juste que j'ai vu bosser. Mm. Pas plus loin. Il y a des coachs que j'ai vu travailler, que j'ai trouvé. Il y a des coachs avec qui j'ai collaboré aussi. Cette édition-là, on a amené Arnaud Tessier, qui a gagné le trophée du futur là, avec, avec la JL Bourg, qui a été meilleur entraîneur de l'année quand il était à Limoges avec moi, où on avait vraiment fait un focus sur l'entraînement individuel. Mais et moi, je me tue à dire que ce coach-là, franchement, c'est un des meilleurs coachs en termes de formation, la Mm. manière et la pédagogie. Putain, c'est un des meilleurs. Et je pense qu'il n'a pas à rougir parce que j'ai vu d'autres coachs à l'étranger qui n'ont pas ce niveau-là, quoi. Mm. Donc, si tu veux, pour moi, c'était l'amener pour le camp. Lui, il l'a vu comme une opportunité, mais on était deux à le voir comme une opportunité, tu vois. Donc, voilà, je vais amener des coachs de ce type-là, puis tu vas avoir l'un d'Ilbeu, par exemple, qui va peut-être avoir une autre façon d'aborder les choses et qui va avoir la posture d'un mentor, tu vois. Bah oui, mais j'imagine. D'un mentor, tu vois, c'est une évidence. Mm. Mais la posture, il l'a, et quand tu le regardes travailler, bah, ça saute aux yeux. Et j'ai envie de te dire, peut-être même finalement comme un Joe Gomis pourrait l'avoir aussi, tu vois, pourrait l'avoir finalement dans son travail aussi, parce que c'est des mecs qui ont des carrières énormes, tu Ouais. vois, qui ont des carrières énormes et qui ont plein de choses qui ont plein de choses en tout cas à donner, tu vois. Ouais, ouais, je te dirais qu'en tout cas que on a les préparateurs physiques, c'est de la Pro B, c'est de la Betclic, le cuistot, enfin, tu vois, Ouais. ouais, si tu réfléchis bien, t'as aucune structure qui propose, et moi, je suis quelqu'un, tu me connais, je pense, à l'époque, j'étais déjà dans l'idée d'innover, tu vois. Ouais. J'étais déjà dans cette démarche-là de me dire, il faut faire quelque chose de différent, faut voir les choses différemment, et aujourd'hui, maintenant, l'entraînement individuel, tu vois, on en parle de plus en plus. Mm. Et je pense par la montée en puissance bah, tout simplement des joueurs français, tu vois, parce qu'on en voit de plus en plus aller en NBA. Mm. Et donc forcément, sur des derniers runs, on commence à voir des entraîneurs individuels. Enfin, en tout cas, les clubs font appel à des entraîneurs individuels, comme je l'ai eu à faire avec Sekou Doumbouya pour essayer d'assurer le dernier run. Mais quand tu prends un peu de recul, et pour le coup, si tu prends un peu de recul, tu es un peu honnête avec toi-même, c'est un peu le moment le plus facile, tu Mm. vois. Le travail est le plus facile parce que le joueur, il est, enfin,
Le joueur est dans une dynamique, dans 8 mois, il part en NBA. Dans 8 mois. Ouais. Donc, je veux dire, pour n'importe qui, ton niveau d'attention et de Bah oui. concentration, il est au plus haut pendant ce que je disais, ce dernier run. Il est au plus haut, tu vois. Tu sais que c'est un sprint à jouer et tu sais que, voilà, si tu es à peu près, si tu es consciencieux, travailleur, ça va passer, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Il y a pas de, voilà, il y aura pas de bouleversement en tout cas. Mais voilà, donc si tu veux, on en voit de plus en plus. Maintenant, je pense que on doit en voir de plus en plus dans les centres de formation, on doit en voir de plus en plus dans les équipes, ne serait-ce que pour accompagner tout le long de l'année les joueurs et les rendre plus performants. Ça, mais pas que dans une dynamique de draft. Ah ouais, mais depuis la dernière fois qu'on a C'est parlé, il y avait des. Enfin, déjà, dans une des questions, c'était ça se démocratisait un peu. Enfin, ça commençait. On commençait à voir avec certains coachs américains. Toi, on parlait de toi, de ton expérience, tout ça. C'est vrai que depuis 2018, j'ai l'impression que c'est devenu un sujet inévitable pour les joueurs, pour les gros prospects, forcément, comme tu en as parlé. Et du coup, je me demandais, par rapport à. Je reviens encore à cette période-là, sur les dernières années, est-ce que tu as l'impression que les choses qu'on te demande en tant qu'entraîneur individuel, que les joueurs te Mm. demandent sont différentes d'il y a même juste 5 ans, en fait. Par rapport, est-ce qu'ils sont plus, t'as l'impression qu'ils sont plus au fait des choses? Est-ce qu'ils sont plus dans la discussion, tu vois? Est-ce que ça a changé C'est un peu? intéressant. Ouais, non, je dirais pas que ça a changé. Je dirais pas que ça a vraiment changé. Je dirais juste que aujourd'hui l'information elle est plus accessible. Aujourd'hui les podcasts déjà, ne serait-ce que les podcasts aujourd'hui Ouais, qu'on peut écouter. Aujourd'hui toutes les stars NBA ont leur podcast. Enfin j'exagère un peu, mais quasiment, hein, non, pour c'est eux, ça. mais quasiment, tu vois. Pourquoi? Ben voilà, ça leur permet aussi de partager, de parler directement avec les fans, Mhm. de partager leurs expériences, de partager aussi également leur point de vue, tu vois, sur la performance, pour certains ou pour d'autres sur l'actualité. Donc, si tu veux, il y a une forme de démocratisation un petit peu aussi, j'ai envie de te dire, ouais, du quotidien d'un joueur. Aujourd'hui, un joueur NBA, qu'est-ce que ça fait? Je te dis ça parce que ça part toujours de là, en fait, en général. Ça part de là, c'est un joueur, il va faire quoi? Il va travailler individuellement, techniquement, il va faire ça, il va avoir un coach qui va l'accompagner aussi, qui va spécifier les choses pour lui. Enfin, tu vois, il y a toute une logique d'accompagnement qui existe. Et puis, c'était une évidence qu'à un moment donné, ça allait arriver chez nous. Comme tu disais, on partage maintenant l'information, ouais, on la partage, on voit tellement de choses circuler sur les réseaux sociaux que c'était normal que ça allait arriver. Donc finalement, pour moi, c'est une espèce de continuité. Par contre, tu vois, le camp, c'est très intéressant que tu me poses cette question, parce que le camp, quand je t'ai dit que c'était pour les joueurs, moi, c'est des sujets, il y a des sujets, je pense, qu'il faut aborder avec les joueurs. Et c'est important de leur parler de leur quotidien, de leur parler aussi, tu vois, de la manière dont, parce qu'on a des discussions avec les joueurs Mhm. et on essaye vraiment d'arriver avec un maximum de bienveillance et d'essayer on leur vend absolument rien. Tu vois ce que je veux dire? Là, à ce moment-là, moi, je vends absolument rien. Par contre, ce que je peux faire, par contre, c'est de leur recommander des gens avec qui potentiellement ils peuvent parler. Je donne un exemple là sur le camp. Mhm. Dernièrement, on a eu Gaël Alain Ouais. qui est psychologue qui est psychologue et spécialisé sur les aspects cognitifs, tu vois, docteur en psychologie cognitive exactement, qui est venu parler de la surcharge mentale. Voilà, c'est un vrai sujet. Mhm. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, ça va impacter, ça va impacter les performances du joueur. Le digital aujourd'hui a pris une telle place aujourd'hui qu'à un moment donné, c'est un sujet que tu peux pas éviter. C'est déjà un sujet qu'on aborde avec nos enfants, bien évidemment, Bah oui. mais il faut comprendre à un moment donné, voilà, et on s'en inquiète des effets que ça peut avoir à outrance. Mais par contre, il faut aussi s'en inquiéter sur le fait que, bah, aujourd'hui, ça peut aussi avoir des effets sur la performance. Mais de la même façon que je travaillais les 2 premières éditions, on a travaillé avec Julien Souton sur les aspects encore cognitifs, mais sur les capacités visuelles, où justement Julien essayait d'éveiller notamment les joueurs sur le fait que bah, peut-être que des fois certains joueurs avaient des réelles difficultés, des fois à percevoir, à Mhm. capter, et donc à lire les informations. Et des fois, c'était pas sur le plan physique, c'était pas sur le plan technique que le joueur avait forcément des difficultés, mais des fois, c'était sur d'autres aspects. Et ces aspects-là, sur les aspects notamment visuels. Et là-dessus, tu vois, Julien, sur les 2 premières éditions, il nous a énormément apporté.
Et aujourd'hui, tu as beaucoup de joueurs qui parlent justement de l'entraînement cognitif. Ouais, Et ils sont pas beaucoup à le faire en France, tu vois. Donc, nous, on a aussi ce rôle d'éveiller, tu vois, les joueurs. Donc, je ouais, pense que, tu vois, comme ces conversations qu'on a, elles sont totalement naturelles. C'était pour moi logique de les avoir avec eux. Et c'était assez logique. Et ma foi, tu vois, ouais, je pense qu'on est juste dans la continuité. Pas plus que ça, juste c'est dans la marrant continuité. parce que la question du cognitif, dans notre précédente interview, donc tu me parlais de ton intérêt pour les neurosciences et tout ça, que c'était un thème qu'on n'abordait pas. Ouais, Enfin, en France, c'était pas du tout. Et donc, j'imagine que ça c'est aussi, enfin, que les gens commencent aussi à creuser là-dessus. bien sûr. Et du coup, là, quand tu me dis, on leur apporte, on leur propose de s'intéresser au cognitif et tout ça, euh, comment, en gros, comment est-ce qu'un joueur il travaille le cognitif en fait? Parce que moi, moi, quand tu me dis ça, je suis en train de m'imaginer les trucs dans les séries où ils lâchent des balles de tennis et ils font des trucs comme ça. Enfin, tu sais, presque, Mais cet le ordre-là. cognitif, ouais, le cognitif, c'est quelque chose qui est très, finalement, qui est assez, le terme cognitif, c'est quelque chose d'assez global. Finalement, on parle de l'entraînement du cerveau. L'entraînement du cerveau, alors, j'ai une façon de voir les choses qui dit qu'à un moment donné, on va essayer d'accompagner le joueur et essayer de développer finalement, en tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est développer ses capacités visuelles. Si on arrive à développer ses capacités visuelles et que derrière on y associe la technique et le physique, on va avoir un joueur qui va être en capacité non seulement de lire les situations, parce que c'est très bien de les lire, de les reconnaître, de les mémoriser, enfin tu vois, parce qu'il ne faut pas oublier les choses. Il y a des choses, à force de les faire, on va les automatiser. Quand on va les automatiser, bah, ça va peut-être laisser de la place à faire autre chose, tu vois, parce que c'est un peu comme quand tu conduis une voiture. Hein. Tu as l'habitude la première fois que tu fais, je sais pas, un X trajet, la première fois, bon, bah, tu regardes à droite, à gauche, tu es prudent, tu fais très attention. Au bout de 100 trajets, tu passes des coups de fil dans ta voiture, Ouais, tu écoutes la musique, tu ouais, c'est chantes, ça. tu fais. C'est ça, c'est la réalité. Donc, si tu veux, il faut le voir de cette façon-là aussi. Ce qu'on va réussir à faire, c'est automatiser à un moment donné des choses qui vont permettre à un moment donné aux joueurs de pouvoir répondre et en tout cas d'être en capacité, si tu veux, même sous stress ou je dirais au-delà du stress, je dirais même si des émotions se présentent, il va être en capacité de prendre l'information. Hmm. Et c'est de là aussi, quand tu travailles avec un psychologue du sport qui est spécialisé notamment sur ces aspects-là, il va te permettre en tout cas de faire face à tout ça. Mais il y a beaucoup de joueurs qui découvrent ça. Il y a beaucoup de joueurs qui J'imagine, ouais. découvrent, qui comprennent pas, tu vois, faut savoir que les premiers tests, j'ai eu l'opportunité de partager une séance et de voir des fois des tests qui étaient faits par des joueurs, c'est des fois impressionnant, tu vois. C'est impressionnant aussi leur évolution, et puis Hmm. tu le vois assez vite sur le terrain, tu vois. Les joueurs qui arrivent à... Il y a des joueurs, des fois, tu arrives à expliquer assez facilement, ben, tu vois, sur la vision périphérique, il y a des choses qu'ils ne voient pas, donc une balle que tu en dois envoyer weak side, ils sont pas capables de la faire, mais c'est normal parce qu'ils ne la reconnaissent pas, cette situation. Ils Ouais. ne voient même pas la personne. Des fois, c'est juste qu'il la voit pas. C'est pas qu'il la voit pas, c'est qu'il est absolument pas conscient, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais en tout cas, à physique égale, à technique égale, qu'est-ce qui peut faire la différence? Elle est Ouais, là, la vraie question. Et je pense que les aspects, en tout cas, le cognitif et l'entraînement du cerveau notamment, en tout cas, peut t'amener peut-être à avoir un début de réponse, tu ouais, parce que du coup, on peut se demander si des joueurs qui arrivent à trouver ces passes-là, ces angles, reconnaître toutes les situations de jeu, je sais pas, comme ça instinctivement sur les récents, je pense à Jokic, Doncic, enfin, ces joueurs-là où tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont trouvé cet angle de passe, ils ont analysé, décortiqué une situation que toi, même à la télé, tu te rends pas compte que c'était possible. vois. Ouais. Est-ce que ces joueurs-là, est-ce qu'il y a une part d'instinct ou est-ce qu'ils ont quand même travaillé indirectement le cognitif, à ton avis? Ouais, je pense pas forcément toujours je pense pas toujours que ces mecs-là l'ont travaillé, mais je pense que des fois, sur leur formation, sur certaines situations, ils ont réussi à automatiser des choses. Ça, j'y Hmm. crois. Ouais, Ils ont réussi à automatiser. Et c'est une réalité, tu vois. Et c'est une réalité parce que la formation, il faut en parler de la formation du joueur, c'est aussi un enjeu, tu vois. Aujourd'hui, on aime beaucoup, enfin, on aime, on a des joueurs européens qui progressent, tu vois, qui progressent et qui ont plutôt, je dis européens, je dis plutôt des joueurs en dehors des États-Unis hmm. qui aujourd'hui arrivent à performer en NBA. Il faut se poser les bonnes questions.
faut vraiment se poser les bonnes questions. Et on voit des joueurs qui sont en capacité de lire des situations et d'y répondre. Et là, on voit des fois sur des joueurs qui vont sortir de certaines universités, qui vont être des phénomènes athlétiques, qui vont être des phénomènes techniques, mais qui des fois ne reconnaissent absolument pas la situation qui se prête à eux. Alors que voilà, tu vois, en Europe, on a peut-être une façon d'aborder la formation qui est différente. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, je dis différente. Je te dis un règlement FIBA aussi qui va aussi amener d'autres questionnements, tu Ouais, vois, aux joueurs, en tout cas d'autres qui vont amener le joueur, en fait, si tu veux, à développer d'autres stratégies tout simplement, tu vois, pas plus loin que ça. Et donc là, on voit que nos joueurs, quand ils arrivent aux États-Unis, attention, il y a toujours l'aspect technique, il y a toujours l'aspect physique. Le physique, on parle quand même de la meilleure, on parle de la meilleure ligue du monde. Les gens ne se rendent absolument pas compte à quel point c'est incroyable. Le terrain est incroyable. Il y a une densité physique de fou. Il y a des dimensions du terrain. Ouais, moi, pour être, je sais pas, je recommande aux gens d'aller mettre les pieds sur un terrain, sur un terrain NBA, ils vont vite comprendre ce qui se passe. Hein. Ils vont vite comprendre. Donc, non, je pense que c'est un tout. Hein. Tu vois, je pense que c'est un tout. Je pense que, sincèrement, je pense que la formation peut être aussi un début de réponse à ça. Quand Jokic arrive à faire une passe sans regarder, c'est des automatismes aussi. C'est des choses qu'il a ouais, automatisées depuis un moment. J'en suis convaincu. Est-ce qu'il a spécifiquement travaillé le cognitif? Probablement que non. Mais par contre, tu as des joueurs comme Stephen Curry qui le travaillent, qui le revendiquent et qui, par ses capacités physiques et techniques, fait quand même des choses un peu hors normes, ouais. qui ont l'air hors normes en tout cas, tu vois. Oui, Et c'est pas un hasard non plus, tu vois. Donc, ouais, faut mettre les choses. Je pense pas que le cognitif, on retrouve pas du cognitif aujourd'hui de partout, mais en tout cas, on a trouvé un moyen, en tout cas, on a des moyens de progresser dans ce domaine-là. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Je prends l'exemple de Julien Souton, avec Sport Your Brain, qui est spécialisé, qui travaille avec des pilotes de rallye, qui travaille avec pas mal de personnes et qui fait de l'excellent boulot aussi, tu vois. Donc, et qui permet à ces gens-là aussi de pouvoir progresser dans ces domaines-là. Tu vois, ouais, je suis assez convaincu. Il y a d'autres personnes. Il y a Romain Bordas aussi, qui travaille aussi sur ces aspects-là, mais ils sont très peu, hein, au mm, final. Quand tu l'entraînement cognitif sur ouais, le terrain, ils sont très peu à le faire. Hein. mm, ouais. Mais je pense que ça va. Je pense que c'est quelque chose qui se développera, j'espère en tout cas avec le temps, parce qu'on en a besoin. Je pense que les joueurs en ont besoin en tout cas. Et dans les choses qui se développent, entre guillemets, il y a enfin, le style de jeu même en NBA, on a vu bah, depuis 5, 6, voire plus, on voit que ça a changé. On demande des choses différentes aux joueurs, on demande à tout le monde d'être très complet. Est-ce que toi, du coup, pour les joueurs avec lesquels tu as travaillé récemment, est-ce que c'est moins spécifique du coup? Est-ce que tu as plus besoin est-ce qu'on t'a demandé plus de travailler sur la panoplie globale? Les grands doivent aussi savoir manier le ballon, doivent savoir shooter. Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a eu une bascule à un moment, tu as eu l'impression, ou est-ce que finalement, toi, ça t'impacte pas trop dans ton travail? Non, bah si, tu as des tendances, tu vois, quand même, tu remarques, tu as des tendances, tu vois, en Europe, il y a des choses quand même qui s'américanisent aussi, tu vois. Hmm. Il faut dire ce qu'il est, ça s'américanise un petit peu, alors, c'est pas vraiment visible, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je te dirais pas, par exemple, quand je travaille avec un meneur, je vais travailler des choses qui sont vraiment très spécifiques au meneur, tu vois. Je dirais pas ça, je dirais plutôt que je vais travailler sur les choses qui vont être que les arrières, d'une manière globale, vont, euh, vont pouvoir faire, tu vois, je sais pas, d'être en capacité de lire les situations sur pick and roll, d'y répondre techniquement, selon la défense, le drop, le show, je te passe les détails. Ouais, On va demander à un arrière, en tout cas, d'être en capacité aussi de jouer un, de jouer un close-out, de l'attaquer, de tirer de loin. hmm, Parce qu'aujourd'hui, quand on a des difficultés à tirer de loin, aujourd'hui, c'est très compliqué de créer des temps d'avance. C'est une réalité. Quand tout le monde passe sous les écrans, à un moment donné, t'as beaucoup de difficultés. En tout cas, le danger que tu peux amener par le tir, devient, quand tu l'as pas, devient un fardeau, quoi. ouais, c'est Devient un clair. fardeau. Donc, ça devient une nécessité, tu vois, de travailler le tir à longue distance. Tu vois, aujourd'hui, je peux pas, aujourd'hui, survivre au plus haut niveau,
avec un marché qui est concurrentiel comme jamais, je te dirais, ouais, ouais, je pense que si t'es pas un phénomène athlétique, si Mhm. t'es pas un phénomène athlétique, bah, je pense que tu vas être en grande difficulté, ouais. Ah, il y a un moment donné, ce sera difficile. Après, je te dirais, les postes de jeu, tu vois, forward, tu vois, 3 4 ouais, tu vois, des joueurs qui doivent être toujours en capacité de stretcher le terrain, mais capables, on leur demande aussi maintenant de poster. Ouais. Alors, ça n'empêche pas de voir des arrières postés, des arrières de grande taille, mais d'une manière générale, un 3 un 4 ils doivent être en capacité de stretcher le terrain ou encore d'aller chercher des situations près du cercle. Et puis le 5 eh ben, moi j'ai envie de te dire, le 5 aujourd'hui, ça doit être un joueur, un deep roller, comme on dit, tu vois. Je le vois comme ça maintenant. Et je pense que non seulement tu dois être un deep roller, et puis sur des situations où nous, on avait l'habitude de voir il y a 20 ans, le joueur de post-up, tu vois, qui demande la balle en bas, à qui on doit donner la balle, bah, sincèrement, aujourd'hui, ce joueur-là, en Europe, il a quand même des difficultés à survivre parce Bah ouais. que on va vite trapper, on va pas le laisser jouer. Et donc, dans ce cas-là, il doit être non seulement capable d'avoir des situations près du cercle, mais il doit être capable de passer la balle aussi, tu vois. Des choses qu'on voyait Mhm. beaucoup moins avant. Alors qu'aujourd'hui, quand je te parle d'un deep roller, bah oui, sur pick and roll, quand tu as un joueur qui est capable d'attraper des lob passes, qui est capable voilà, qui par ses qualités athlétiques est capable d'aller choper et d'attraper n'importe quel ballon, bah alors là, ouais, là, t'as un joueur. Là, t'as un joueur. Tu vois, donc voilà, donc le short roll, enfin, je te passe tous les détails techniques, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, quand même, je sais pas, je trouve que en tout cas, dans la manière dont on va aborder le travail, ça s'américanise pas mal. Après, ouais, ouais, je te dirais, je sais pas s'il y a sur le reste, sur le travail, après, moi, comme je t'ai dit, on a toujours besoin je te parlais de spécifique, mais je te parlais d'individualisation tout à l'heure. Donc là, c'est là où ça devient aussi intéressant pour moi, tu vois, de travailler individuellement. Mhm. Tu vois, c'est intéressant parce que j'ai travaillé avec des joueurs qui ont des mécaniques de tir impeccables et sont en capacité de scorer de manière incroyable. Puis j'ai d'autres joueurs qui sont capables de scorer de loin, mais qui ont des difficultés à être constants. Enfin, tu vois, donc qu'est-ce que tu leur apportes à eux? De quelle façon tu travailles avec eux? Chacun est différent. Donc c'est là où je te parle de personnalisation, tu vois. C'est ouais, et puis tu dois prendre en ligne de compte également le corps du joueur. Enfin, tu vois, il y a quand même un certain nombre de choses à prendre en ligne de compte quand je te parle de personnalisation. Ouais. Alors, parmi les joueurs avec lesquels du coup tu as travaillé récemment, dont tu nous parlais tout à l'heure, tu as quand même des joueurs qui étaient soit dans le groupe élargi de l'équipe de France, comme Nadir Rifi, soit qui y sont Mm. carrément comme Franck Ntilikina. Du coup, je voulais bien ton avis sur cette équipe de France qu'on a là, Ouais. qui aborde les Jeux Olympiques avec à la fois de la pression, des questions, de l'ambition aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça parce qu'il y a aussi du coup des joueurs avec lesquels tu as travaillé, ou que tu as côtoyé, affronté depuis toutes ces années dans ton métier. C'est une excellente question. Tu sais, je pense que c'est pas évident Une chose est certaine, c'est que dès le départ, je pense que performer à domicile, c'est très compliqué. Hum, Comme tu parlais de pression, je pense que la pression, elle est là. Puis il y a une vraie attente. Je pense avec l'arrivée de Victor, ouais, il y a une attente incroyable. Maintenant, la seule chose que je pourrais te dire, ouais, j'ai vu, je veux dire, porter le maillot de l'équipe de France pour n'importe quel joueur avec qui j'ai bossé, c'est toujours assez incroyable. Il t'en parle en tout cas de cette façon-là. Donc là-dessus, s'il s'agit j'ai envie de dire, se mettre au service de l'équipe de France, je pense que là-dessus, c'est même pas un débat, tu vois, pour hum, chacun. Maintenant, je te dirais, d'une manière plus globale, je te dirais, il y a une vraie interrogation pour moi sur la manière dont l'équipe va jouer hum, avec Victor. Et tu sais, je te fais un petit parallèle avec Tony Parker. hum, Parce que tu vois, quand Tony est arrivé en équipe de France, c'était quelque chose. ouais, Je veux dire, c'était quelque chose. Cette époque-là, on a un joueur qui est champion NBA qui arrive dans l'équipe, qui arrive en équipe de France. Donc il y a une forme de phénomène. Il y a une forme de phénomène, mais ce n'est pas le même phénomène. Pas comme
Aujourd'hui, on a un phénomène physique, technique, mais moi, tous les superlatifs derrière, Ouais, parce que moi, c'est un joueur que je trouve incroyable. Euh, je trouve incroyable parce que j'ai l'impression que travailler avec ce type de joueur, j'aurais l'impression que t'as pas de limite. ouais, Il y a aucune limite, tu vois, parce que capacité de tirer de loin, de jouer de près, de dribbler, d'effacer son joueur, de, il est incroyablement mobile. Enfin bon, bref, je te passe tout ça qu'on sait déjà. Je te dirais, je ferai cette comparaison parce que l'arrivée de Tony, ça a été, tu vois, sur l'équipe de France, c'est comment on joue finalement avec Tony Parker. ouais. Comment on joue avec Victor. De quelle façon on va jouer. Est-ce que le jeu, de quelle façon ça va impacter le passing game de l'équipe. Mm. C'est là où je suis très curieux de voir la manière dont ça va se passer. C'est juste, tu vois, la seule interrogation, elle est là. C'est la manière dont l'équipe va jouer. Est-ce qu'elle va se mettre au service de Victor comme je pense que je sais pas si tu te souviens la manière dont ça a Avec pu se Parker, passer quand bien Tony est sûr. arrivé. C'était pas simple, hein. C'était pas facile. Non, c'est clair. C'était pas simple. Mm. C'était pas simple. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses dites. Il y a eu Ouais. beaucoup de choses. Enfin, on a vu quand même beaucoup de choses sur le terrain. Il n'y a pas eu que des. Enfin, son arrivée, elle n'a pas été ponctuée que par des victoires. Hein. Non, parce que tu as aussi des joueurs d'expérience qui sont déjà dans le groupe. C'est pas simple de voir arriver quelqu'un qui est plus jeune, Exactement. qui a Qui est voilà, plus qui a jeune et l'expérience. qui réussit. Parce qu'il faut pas oublier aussi, là, t'as quelqu'un qui est aussi, t'as quelqu'un qui a réussi, puis il réussit. Ouais, faut pas oublier, faut pas mettre de côté l'impact que peut avoir la NBA, tu vois. Ça reste la meilleure ligue du monde. Donc, quand on a un joueur qui s'impose là-bas, c'est quelque chose. Donc, si tu veux aujourd'hui, c'est quelque chose. Et notamment, c'est pas parce que tu as des joueurs NBA, on l'a vu sur les plus jeunes, qui étaient au début, qui étaient là qui étaient là au départ, en tout cas sur l'équipe de France, qui étaient là en tout cas sur la préparation. C'est pas pour autant qu'ils y sont encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est, ouais, ils sont peut-être en NBA, mais ça veut pas dire non plus que ça veut dire qu'ils feront partie de l'équipe. Et là, de l'autre côté, tu as un joueur qui a totalement dominé enfin, qui, pour moi, qui a dominé la ligue. Donc, la vraie question, c'est de quelle façon tu joues avec ce type de joueur? De quelle manière? J'ai pas la réponse. C'est pas mon métier faire jouer les gens ensemble, Ouais. mais c'est une vraie interrogation. Après, il y a quand même du matos. Hein. Il y a quand même du matos cette année, Ça. du matos. Mais il y a des belles équipes aussi. Hein. C'est Il y a ça, des belles équipes. le plateau est Il quand y a même des... assez fou, hein, et entre les stars Ouais, NBA présentes, des équipes qui collectivement sont très fortes, l'Allemagne, enfin, récemment, ça a très bien joué. C'est marrant parce que je pensais, quand tu parlais tout à l'heure de la formation européenne, je repensais au podcast, c'était le podcast de JJ Redick, je crois, où Franz Wagner ouais. avait été invité. Il parlait des différences de formation, de tout ce qu'il avait appris, la manière dont il travaillait. Et Reddick était halluciné parce qu'il dit, moi, j'ai absolument pas eu ça à l'époque, c'est pas du tout pareil. Mais donc oui, tu as, l'Allemagne, tu as, des équipes avec des gros collectifs, d'autres avec des grosses individualités, ça va. C'est pas simple quand même, parce que sur les matchs de préparation, là, pour l'instant, il y a eu du bon, hein, Victor notamment, tu te dis, bon, bah oui, c'est une arme incroyable. Et en même temps, sur la circulation de balles, tout ça, c'est un petit peu compliqué pour l'instant, je trouve. Mais bon. Ouais, pour le moment, c'est des matchs qui comptent pas. Pour le moment, c'est des matchs qui comptent pas. Donc, pour moi, c'est difficile d'avoir un avis sur des Mm. matchs qui comptent pas. Parce que même quand tu joues l'Allemagne, aller-retour, enfin bref, quand tu joues la Serbie, quand tu joues. Non, il y a trop de choses à redire. Mm. T'es en rodage, tu vois, t'as pas révélé, en tout cas, on t'a pas montré ton jeu du tout, tu vois, donc ça reste de la préparation, donc ça veut rien dire pour moi, comme je peux entendre, voilà, Australie, Team USA, enfin, je vois, ça veut absolument rien dire. Les équipes, elles sont en rodage, elles apprennent à jouer ensemble. C'est pas évident de faire jouer une équipe ensemble, tu vois, c'est pas évident sur un temps très réduit. Alors l'avantage peut-être ou le désavantage pour certains, c'est qu'on a un coach, on a un coach qui est là depuis longtemps et qui a un playbook qui a très peu évolué, tu vois, sur les années, mais c'est aussi de cette façon-là que tu arrives à intégrer assez facilement et que tu gagnes du temps, notamment sur les temps de préparation. Donc voilà, donc si tu veux, non, j'ai aucune, sincèrement, je j'ai pas vraiment d'opinion sur. Ouais. J'espère que l'équipe ira le plus loin possible, ça c'est une évidence.
Mais vraiment, je suis totalement curieux de voir ouais, de voir comment on va jouer et réellement comment on va jouer avec Victor. Après, quand tu parlais tout à l'heure, juste pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit sur la formation, vraiment, il y a un truc dont on parle pas assez, mais tu sais, je le répète encore, tu vois, les règles FIBA, les règles NBA, c'est pas la même chose. Ah oui, ah oui. Les règles FIBA, c'est pas pareil. Il y a des joueurs NBA qui ont alors des joueurs qui ont une expérience NBA, qui ont des difficultés à jouer en Europe. Ça veut pas dire que le championnat est meilleur, que je pense que c'est encore un autre débat, ça, mais ça veut juste dire que dans ta formation, quand tu sais que dans ta formation en attaque, quand tu sais que tu as un safety qui va rester, tu vois, qui va pas partir, mais qui va rester et qui t'attend, ben voilà, tu abordes ton passing game, la manière dont tu vas aborder le jeu, il va être différent. Si tu dois à un moment donné scorer, c'est aussi parce que techniquement et physiquement, tu es dominant. Et tu vois, ces petits détails-là, ils changent profondément le jeu. On n'attaque pas un pick and roll de la même façon avec un mec qui roll et qui se fait bumper, qui se fait bumper par, je sais pas, ou qui se fait taguer selon la position du Ouais, défenseur, tu vois, de l'aide. Bah, c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même chose et c'est une réalité. C'est pas la même chose. C'est une réalité, tu vois. Donc pour ça, pour moi, en tout cas, une vraie, euh, c'est un vrai point de différence qu'on a entre déjà j'ai envie de te dire, nos deux formations déjà, parce qu'on n'est mhm. pas, on n'a pas les mêmes règlements et on n'a pas les mêmes règlements, on n'a pas les mêmes infrastructures, on n'a pas le même système, le même fonctionnement, tu vois, d'une manière globale. Et je pense, tu vois, je te fais une parenthèse là-dessus, tu parles de formation, mais je pense qu'on devrait vraiment s'inquiéter aujourd'hui. On devrait vraiment s'inquiéter de ce qui se passe aux États-Unis au niveau des universités, parce que je pense sincèrement qu'elles vont complètement, elles vont finir par tuer notre marché de la formation. Je te parle pour le moment de la France, je parle Ouais, pas de ouais. l'Europe, je parle des choses que je maîtrise, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de joueurs qui ont la possibilité de partir aux États-Unis et de bénéficier des droits d'image, donc tu sais, Oui, d'être rémunérés. Je veux Nile. dire, à un moment donné, c'est un vrai enjeu, ça. C'est un Ouais. vrai enjeu pour un joueur qui doit passer professionnel, est-ce que ça va pousser les équipes à signer les joueurs plus tôt? Peut-être, je sais pas. J'en sais absolument rien et je pense que la FIBA doit vraiment se pencher sur le sujet parce que moi, le premier, demain, tu peux avoir un diplôme, tu joues au basket, puis on te rémunère tellement plus que ce que tu peux gagner sur certains spots en France. Bah, moi, je sais pas. Je pense que la question, elle est réelle. Ouais, Elle puis est les ligues, vraiment, elle est réelle. il y a aussi les ligues qui sont. Alors certaines ont déjà disparu, mais enfin, tu as, des programmes, les types Overtime Elite et machin, des trucs aussi qui peuvent peut-être essayer d'attirer avec des moyens financiers. On a vu que c'est, enfin, il y en a qui essayent en tout cas. Ouais, mais nous, notre système, aujourd'hui, enfin, je vais pas te faire le détail, mais moi, aujourd'hui, je me pose vraiment la question. Je pense que les centres de formation, je pense qu'ils sont pas conscients de ce qui est en train de se passer. Ouais, Pas assez. Je pense que la Fédé, la Ligue, en tout cas, je pense que c'est un sujet qui doit être abordé d'une manière globale. Je vois des partenariats avec la NBA. C'est super. C'est génial, mais c'est bien pour la visibilité de la NBA, pour la Ligue, c'est tant mieux, hein. ouais, Mais je pense que le sujet de la formation, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qu'il faut aborder de manière réelle parce que tout le monde parle de formation, tout le monde parle de joueurs formés en France, JFL. Tu ouais. vois, c'est des termes quand même qui existent depuis un petit moment. Attention, le paysage, il va être profondément bouleversé si on fait rien. Il y a des équipes, il y a des ligues qui nous attaquent. L'Australie, Mm. qui, avec ses programmes, commence à impacter aussi notre marché. Tu vois, c'est des vrais. L'Allemagne, tu parlais de l'Allemagne. Aujourd'hui, je Ouais. vois des joueurs qui continuent à faire leur formation en Allemagne. Explique-moi comment ça se fait. Explique-moi pourquoi. Comment. Ça, c'est des choses. Je vois pas ce que l'Allemagne peut avoir de plus que nous. Peut-être. Ok, on parle de Ulm parce qu'ils ont une infrastructure incroyable, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Ouais, c'est par là que Tu vois? sont passés Kylian Hayes et pas comme Dadir récemment, je crois. Exactement. Ouais. Et à un moment donné, c'est un vrai sujet. Mm. C'est un vrai sujet. Et je pense c'est des sujets qu'on n'aborde pas assez, qu'on n'aborde pas assez. Là. Enfin, je veux dire, à un moment donné,
Je sais pas, je me pose des vraies questions là-dessus. Quand tu es une équipe en France, quand tu es une équipe en France et que je sais pas, t'as pas de Coupe d'Europe, t'as pas de Coupe d'Europe, tu joues ton maintien chaque année, je sais pas. Je pense que ça a plus de sens de travailler, de parler de formation, de lancer des joueurs français. Qu'il y aura une Coupe d'Europe, je te dirais la même chose. Je peux peut-être penser différemment quand il s'agit de l'Euroleague, tu vois. Ouais. Mais je peux penser différemment, mais à un moment donné, je pense sincèrement je pense sincèrement que c'est des vrais sujets. C'est des vrais sujets qu'on ne doit pas mettre de côté parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses qui tournent pas forcément rond là-dessus. Mm. Et je trouve qu'il y a des choses qui prouvent quand même le contraire, tu vois. Je trouve que Zachary Rizacher a fait une excellente saison avec la JL Bourg. Ils ont non seulement fait jouer le petit, mais ils l'ont fait jouer et puis ils m'ont donné un temps de jeu conséquent. Ils l'ont vraiment, je pense qu'ils ont fait de l'excellent travail avec Zachary, mais tu vois, je pense que voilà, je sais pas, tu vois, je pense qu'il y a je pense que ça doit servir aussi d'exemple, tu Mm. vois, pour les autres. Ouais, il y a moyen Dire de que c'est développer quelque des chose. jeunes joueurs tout en leur assurant l'avenir qu'ils espèrent en NBA. Totalement. Ouais, C'est ça, bien sûr. Ouais. mais Melvin Ginsa, il a été drafté, certes, mais ok, il part à Lasvel, mais je trouve que Saint-Quentin, ils ont mené un beau projet aussi. Ouais. Parce que moi, je trouve qu'il y a un an, je trouve que Melvin, il faisait une Coupe du Monde, je crois, Ouais. assez incroyable, hein. Ouais. C'était un joueur qui avait totalement dominé la compétition, on parlait que de lui. Ouais. Bon, et je trouve que le coach a continué ouais, à donner du temps de jeu. Il a fait. Alors après, oui, voilà, Zachary a bénéficié aussi de la visibilité d'une équipe qui était en Eurocup, Mm. qui performait, et que Saint-Quentin a fait une excellente saison aussi, mais peut-être avec beaucoup moins de visibilité. Mais ça veut quand même dire qu'il y a des choses qui se font et elles se font bien, tu vois. Donc, Ouais. je pense que c'est un vrai sujet à aborder la formation globalement. Ouais. Ouais, puis ça a de l'impact après sur les A, forcément, sur le basket français en général. Donc oui, c'est clair. On espère que Mm, complètement. il faudra se pencher dessus à un moment. Euh, pour finir, je voulais qu'on parle un peu de toi, de ton avenir. Qu'est-ce qui va se passer pour toi prochainement? Est-ce que tu as des projets outre voilà, le camp enfin, c'est terminé il y a quelques jours, hein, donc je pense que c'est un Ouais. temps fort de ton année à chaque fois. Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Écoute, écoute, ce que je t'ai pas dit au départ, c'est que Epsilon Basketball, c'est pas uniquement. Alors, je pense que beaucoup de gens l'avaient compris, mais c'est pas uniquement un camp. C'est aussi du développement toute l'année, Mm. du développement individuel et de la formation. Donc, l'avenir aujourd'hui pour moi, et pour aller très loin, tu vois, pour vraiment parler des perspectives qu'on a aujourd'hui, c'est que donc moi sur l'année, j'accompagne des joueurs. L'année prochaine, j'accompagnerai des joueurs, des clubs probablement aussi. Euh, mais j'externaliserai quelque part un service. C'est un peu de cette façon-là qu'il faut voir les choses. Ouais. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'être pleinement dans le staff, aujourd'hui, voilà, je serai externe, tu vois. Donc, j'accompagnerai des joueurs, évidemment, toujours en accord avec les clubs. Moi, tu me connais, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de collaboration, qui parle beaucoup de transparence, parce que moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut vraiment collaborer avec le coach pour tirer le maximum du joueur. En tout cas, pour avoir le plus de chances de l'amener au plus haut. Euh, mais euh, aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, c'est ça l'avenir. Et je te dirais également la formation parce que l'entraîneur individuel, c'est quelque chose c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais on ne forme pas d'entraîneur individuel en fait. On n'en forme pas. Or, l'entraîneur individuel, c'est une personne qui va accompagner, en tout cas un coach qui va devoir accompagner un joueur, mais qui va devoir aussi se connecter d'une manière générale, de se connecter aux différents, tu vois, on va dire, je dis protagonistes dans la Mm. performance, c'est-à-dire je parle du coach, mais je parle du médecin. Si on parle que des pros, ben moi je te parlerai de ça, je parlerai staff médical, je te parlerai du préparateur physique, je te parlerai du coaching staff. Donc il faut avoir certaines notions
c'est-à-dire avoir quelques notions dans la préparation Mm. physique, quelques notions. Alors, je dis médical, hein, je fais ça vraiment en toute humilité, mais ça veut juste dire qu'à un moment donné, il faut comprendre le langage. Il faut comprendre le langage de chacun. À partir du moment que tu veux te lancer dans la préparation physique et devenir plutôt un expert, bah, il y a des formations qui existent à la fédération. Il y a des formations qu'on peut trouver, tu vois, et qui vont répondre à tes attentes. Tu vois, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'entraînement individuel, c'est aussi un connecteur à côté, tu vois. Et je pense également qu'il faut apprendre, qu'il faut aussi parler des plus jeunes et il faut savoir les accompagner. Mm. Et je pense qu'il faut savoir les accompagner aussi. Et pour ça, ben, moi, je pense il y a la possibilité, en tout cas, de pouvoir accompagner toutes ces personnes qui veulent se perfectionner dans l'entraînement individuel. Donc, moi, j'aimerais leur proposer une formation. Donc, cette formation sera mise en place enfin, pour janvier 2025, hein, tout simplement. Ouais. On va dire ça. Et, euh, Et sur le camp, bah écoute, c'est assez intéressant parce qu'on a des demandes même à l'étranger. Ah ouais. C'est-à-dire que demain, on pourrait très bien organiser Epsilon je dis n'importe quoi, en Turquie, en Espagne. Pas forcément avec des joueurs français, mais avec des joueurs locaux, des joueurs professionnels, Mhm. aussi turcs, des joueurs professionnels espagnols ou ailleurs, tu vois. Et, euh, Et à terme, ça va devenir aussi, Epsilon, c'est aussi du scouting, parce que tu sais que pour en travailler un coup le joueur, il faut savoir diagnostiquer le Ouais. joueur, il faut savoir, diagnostiquer, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il faut savoir l'évaluer, tu vois. Et donc, ça sera ça aussi, donc c'est beaucoup de perspectives, il y a des choses qui, en tout cas, pour moi, restent assez logiques. Mm. En tout cas, il n'y a rien moi, il y a rien qui sort du prisme, en tout cas, comment je dire, de l'accompagnement, parce que finalement, Epsilon Basketball, c'est une structure d'accompagnement, tout simplement. Donc, c'est une structure d'accompagnement. Donc, on va essayer de continuer à développer, j'ai envie de te dire, toutes les activités. Le camp, il y a des belles perspectives derrière le camp parce que moi, je suis des fois le premier surpris, hein, mais de ce qui se fait et de ce qui se passe. Mais voilà, j'ai la chance d'être bien accompagné, tu vois, d'être très bien accompagné. J'ai vraiment essayé de professionnaliser, tu vois, j'ai essayé de vraiment de professionnaliser le camp au maximum, de l'intendance. On a un team manager, on a un directeur de camp. On a, ouais, comme je disais, on est surstaffé parce que je voulais vraiment donner, voilà, c'est ma vision peut-être idéale de la performance. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et je me dis aujourd'hui de l'exporter, ce serait une belle progression. Et tu vois, aujourd'hui, bah tiens, tu vois, elle est symbolique, mais le fait que Puma ait décidé de faire une paire Epsilon, une All Ouais. Pro Nitro Epsilon, c'est un signe. Tu vois, c'est un signe dans le sens, un signe positif. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans la bonne direction et qu'il faut continuer. Voilà. Et puis sur le reste, comme je te dis, le développement individuel, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tu vois, j'ai travaillé dernièrement avec Noah Penda, que je continuerai à suivre. Ouais. Tu vois, l'année prochaine, qui est qui est en plein euro Mm. à Gdynia en Pologne. Mais tu vois, il y a d'autres joueurs encore. Il y a d'autres joueurs que je pense qu'on entendra parler, tu vois, que je vais suivre aussi la saison prochaine. Donc il y a des belles, comme je dis, il y a des belles perspectives. Et des journées bien remplies. Parce que pour Ouais, tous des les journées prochains camps, très pour remplies. développer tout ça, ouais. Ça va, Mais après, t'arrives à te reposer, à prendre des vacances de temps en temps, parce que bah, écoute, là, je suis dans une phase là où j'ai quelques jours de congé, tu vois, je me prends un peu de repos parce qu'il va falloir repartir fort, fort, très mais fort. tu donnes des interviews pendant tes congés quand même. Ouais, mais bon, c'est pas pareil. Ça fait, tu sais que dès que si tu veux parler basket, je suis client, hein. Donc, Ouais, moi, j'ai plein de choses à dire, hein. J'ai plein de choses à dire sur ce qui se passe et sur ce que pourrait être le basket de demain, tu vois. Donc, ouais. j'ai plein de choses à dire. Donc, On te donc quand sollicitera on parle de très Psylan, c'est bientôt. cool. Voilà. On te sollicitera pour tout ça, pour toutes les perspectives, tous les projets. On te souhaite évidemment le meilleur. On suivra ça de près. Notre interview sera en ligne sur YouTube dans la semaine. Merci beaucoup, Yacine. C'était un vrai plaisir de reparler avec toi après toutes ces années. Ouais, c'était cool. On laissera pas passer 6 ans, je te promets, pour la prochaine fois. On discutera. Ça Et marche, il n'y a pas de on va souci. suivre tout Avec plaisir, en tout cas. ce que tu fais. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci encore. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao.